Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de recevoir une voix qui a profondément marqué notre manière de penser la transition écologique et les récits qui l'accompagnent. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous proposer un entretien avec Cyril Dion. Cyril Dion vient de publier un nouvel ouvrage intitulé La lutte enchantée, dans lequel Cyril interroge ce qui nous reste comme force, comme imaginaire, comme espace d'action, pour continuer à lutter, à créer, à raconter sans s'effondrer intérieurement. Dans cet épisode, on parle donc d'écologie, bien évidemment, mais aussi de démocratie, de santé mentale, de culture, de rêve et de basculement historique. J'espère que cette conversation avec Cyril Dion vous fera autant de bien qu'elle m'en a fait au moment de l'enregistrement. Bonne écoute à vous. Il y a 10 ans, Cyril, tu co-réalisais Demain, le documentaire que tout le monde connaît avec Mélanie Laurent. Beaucoup, des milliers de personnes, des millions même, ont découvert grâce à ce documentaire une multitude d'initiatives. Ça fait déjà 10 ans, franchement, j'ai du mal à y croire. 10 ans plus tard, comment est-ce que tu regardes la décennie qui vient de s'écouler ? De façon assez déprimée parfois. C'est-à-dire que ce qu'on annonçait un peu il y a 10 ans, je ne sais pas si tu te souviens, au début de Demain, en fait, il y avait deux scientifiques de Stanford qui disaient on a 20 ans pour réagir, on pourrait dépasser des points de bascule. Et là, en fait, on voit qu'on est déjà en train de les passer, qu'on va passer la barre des 1,5 degrés de réchauffement qu'on n'aurait pas dû dépasser avant 2100, entre 2027 et 2030, qu'on a déjà dépassé le premier point de bascule climatique qui est celui lié au dépérissement des coraux dans les eaux chaudes. Les scientifiques disent que théoriquement il y a 16 points de bascule et que les autres sont pas loin de basculer aussi, enfin en tout cas un certain nombre d'autres. On a déjà dépassé 7 des 9 limites planétaires. Donc tu te dis, à quoi est-ce que ça a servi d'alerter les gens pendant toutes ces années ? C'est ce que je raconte dans la première chronique de La lutte enchantée, là, le bouquin qu'on a sorti chez Actes Sud qui regroupe toutes les chroniques que j'avais fait sur France Inter l'année dernière. Et c'était la question que je me posais déjà à ce moment-là, en me disant, est-ce que ça sert encore à quelque chose ? Et en même temps, si je regarde avec d'autres lunettes, qui sont peut-être pas des lunettes mondiales, mais qui sont des lunettes un peu plus locales, qui sont dans ma vie, je vois que dans la ville où j'habite et dans laquelle on est en train d'enregistrer à Paris, Anne Hidalgo, en 2018, témoigne dans Après-demain que le film Demain l'a beaucoup inspiré pour essayer de faire la même chose qu'à Copenhague, c'est-à-dire donner plus de place aux piétons, donner plus de place aux vélos, et puis en plus revégétaliser. Et il se trouve que 10 ans plus tard, la circulation automobile a baissé de 50%, que la pollution de l'air a baissé de 50%, qu'il y a des milliers d'arbres qui ont été replantés. Bon, je me dis, c'est pas mal. Et puis, ce mouvement-là a été emprunté aussi par beaucoup d'autres villes, en France et dans le monde. Donc, il y a quelque chose qui, culturellement, a vraiment changé sur les territoires, en tout cas dans des territoires urbains. Je vois aussi que, par exemple, l'entreprise Pocheco, qui était dans Demain, qui fait de l'économie, donc c'est une usine qui produit des enveloppes. Et eux, ils disent que plus ils font d'écologie, plus ça leur fait faire d'économie. Cet exemple-là a tellement frappé des professionnels qu'ils sont des milliers à être venus visiter l'usine, à tel point que Pocheco a organisé des tours. Donc là, tous les mercredis, on peut y aller. L'année dernière, Emmanuel Druon, le patron de Pocheco, me disait qu'il y avait 5000 personnes qui ont visité l'usine, des professionnels. Ce qui a conduit Pocheco à se dire il faudrait qu'on les accompagne pour leur apprendre à faire, ou en tout cas transmettre ce que nous, on a fait ici, pour qu'ils puissent le faire ailleurs. Donc ils ont ouvert un cabinet de conseil qui s'appelle Ouvert, et qui accompagne maintenant 500 sites industriels pour qu'ils se mettent à faire de l'économie. Là aussi, culturellement, quelque chose a changé.
Si on regarde ce qui s'est passé en 2018, 2019, 2020, il y a un mouvement qui s'est levé. Les médias ont commencé à intégrer la question écologique de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que ce qu'on avait connu avant, opérant justement, enfin participant à ce changement culturel-là. Mais tout ça est court-circuité d'une certaine manière par une sorte de backlash qu'on vit là depuis 1 an ou 2, qui a été savamment orchestré par les conservateurs et l'extrême droite. Et puis, on n'arrive toujours pas à soulever le couvercle des quelques personnes qui ont suffisamment de pouvoir et d'argent pour maintenir en place un système qui est déjà en train de s'écrouler un peu, malgré tout. C'est même pas moi qui le dis, hein, c'est un des cadres dirigeants d'Alliance qui dit que le capitalisme est peut-être en train de s'effondrer sous les coups de butoir du changement climatique, parce que il fait trop chaud et que les dégâts sont tels. Là, par exemple, les incendies de Los Angeles, c'est 270 milliards de dollars de dégâts, que les assureurs disent, nous, un monde à plus 4 degrés, on ne sait pas l'assurer. Et si on n'est pas capable de l'assurer, les banques vont arrêter de prêter. Si les banques arrêtent de prêter, en fait, tout le système va se gripper. Donc, bon, je me dis, on n'a pas fait autant de progrès qu'il aurait fallu ces 10 dernières années, mais il y a un mouvement sous-jacent, et peut-être que, justement, l'exacerbation des crises va précipiter la chute ou la transformation d'un modèle qui n'est plus tenable. Et peut-être qu'on est en train de vivre les dernières heures de crispation de ce modèle. Ce qui est encourageant, c'est que, comme tu le disais en préambule, à l'échelle locale, il y a eu quand même de nombreuses initiatives de mobilisation et donc il faut s'y accrocher quand même. Dans la lutte enchantée, comment garder espoir et lutter dans un monde qui bascule, qui donc, tu l'as dit, regroupe toutes les chroniques que tu as lues et écrites pour France Inter l'année dernière, tu évoques forcément la nécessité de se créer de nouveaux récits. Pourtant, on évolue dans un monde qui est façonné d'imaginaires technosolutionnistes, consuméristes. Comment est-ce qu'on arrive aussi à sortir de ces imaginaires qui semblent si limités, que ce soit des imaginaires consuméristes ou technosolutionnistes? Comment est-ce qu'on arrive à prendre de la hauteur? Il faut se dire quand même que nos imaginaires ont été façonnés par des décennies de films, de séries, de pubs, de BD, d'émissions à la radio même, de discours politiques. Donc ça ne peut pas se faire en 5 minutes. On a besoin que à la fois la culture s'empare de ces sujets-là. Donc, par exemple, on a créé un collectif qui s'appelle CUT, Cinéma Uni pour la Transition, avec des professionnels du cinéma, pour travailler avec les réalisateurs, les réalisatrices, les producteurs, les productrices, les distributeurs, pour construire ces nouveaux récits. C'est Rob Hopkins dans Demain, justement, qui disait nous, l'espèce humaine, on est hyper fort pour imaginer comment on peut disparaître. Donc, que ce soit des extraterrestres, des gremlins, des fusées, des guerres, des catastrophes nucléaires. Mais où sont les films qui racontent comment on s'en sort? Où sont les films qui racontent comment on vivrait si on était resté justement dans cette limite des 1,5 degrés et qu'on avait construit une forme d'équilibre avec le reste du monde vivant sur cette planète? Ces films n'existent pas. Donc, on a besoin de donner des éléments à manger à la fois aux diffuseurs, mais aussi aux créateurs et aux créatrices, pour qu'ils s'en emparent et qu'ils aient envie de raconter ces histoires. Ce qu'a fait par exemple un peu Hugo Bienvenu là, avec Arco, c'est une tentative de ça. Ce qu'on a tâché de faire avec Mélanie en faisant Demain, même à travers un documentaire. Notre but, c'était vraiment de montrer à quoi le monde pourrait ressembler si on mettait bout à bout les solutions qui existent déjà. Mais évidemment, il en faut plus. C'est-à-dire qu'il faudrait des dizaines, des centaines. Là, on est dans un studio où il y a Siècle bleu, La Révolution bleue de Jean-Pierre Gou, c'est pareil. Ça, ce sont des récits qui essayent de se projeter vers l'avenir. On est très, très raccord sur cette idée des nouveaux récits avec Jean-Pierre. Bon, maintenant, il en faut plus. Il faut plus de BD, il faut plus de romans, il faut plus de films, il faut plus de séries. Et il faut que, aussi bien qu'on a été matraqué pendant des décennies, aussi bien que les Américains ont répandu l'American Way of Life avec le cinéma et les séries, etc., la télévision, aujourd'hui, il faudrait répandre l'Ecological Way of Life avec le cinéma, avec Internet, avec les séries, avec les BD, avec les romans, de façon beaucoup plus massive. Et puis, donner de la visibilité, c'est ce que tu fais, aux gens qui sont en train de raconter ces autres histoires à travers ce qu'ils font. Là, quand on a fait Demain, c'était ça. C'était de dire, regardez la ferme du Bec et Loin. C'est vraiment une autre histoire de l'agriculture. C'est des paysans qui ont décidé de travailler à la main. Pas de tracteur, pas de pétrole, pas de pesticides. Au lieu d'avoir des champs qui ont l'air un peu désolés comme ça,
En fait, ils ont des jardins qui sont sublimes, avec des plantations en mandala, avec des cultures extrêmement denses, beaucoup de variétés. Il y a plus de 600 variétés, c'est beau, il y a des couleurs partout, il y a des fleurs, il y a des arbres. Et c'est vrai qu'à chaque fois que moi j'ai emmené des gens au Bec et Loin, ils sont fascinés. Et c'est pour ça qu'on a été les filmer pour Demain et pour Animal. Et que, par exemple, Mélanie, elle a eu envie de faire le film en sortant du Bec et Loin. Parce qu'elle m'a dit, mais c'est le paradis ici. Évidemment, moi, que j'adorerais qu'il y ait des fermes comme ça partout. Et ça, c'était le pari de demain, c'était de dire, proposer cet imaginaire-là, c'est sans doute plus efficace, ou en tout cas complémentaire, que de dire, l'agro-industrie, c'est nul, regardez ce qu'on fait dans les champs, c'est affreux, parce qu'une fois qu'on s'est dit ça, bah oui, ok, c'est nul, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça paralyse un peu aussi. Ouais, enfin, en tout cas, ça peut révolter, mettre en colère, mais ça laisse un peu démuni aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah oui, très bien, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ça veut dire qu'il faut qu'on arrive aussi à déconstruire les imaginaires avec lesquels, on a grandi. Tu dis qu'il faut plus de romans, de BD et cetera, mais ça implique aussi un travail de déconstruction forcément ou qui est pas évident à mener. Ouais, complètement, mais comme on a besoin de se déconstruire aussi par rapport au patriarcat ou par rapport à la colonisation, en fait, de se réapproprier notre histoire en la revisitant. On a besoin de se déconstruire par rapport à la démocratie aussi, par exemple. J'en parlais hier avec David Van Reybrouck, qui vient de sortir un livre qui s'appelle La Terre et le Monde, comment les préserver, qui avait aussi écrit un livre qui s'appelle Contre les élections sur la démocratie. Et on se disait, la façon dont on pratique la démocratie, c'est préhistorique. C'est-à-dire que on pratique la démocratie comme on le faisait il y a 250 ans, quand les gens savaient ni lire ni écrire. Et donc, bah oui, ils n'avaient pas accès aux informations, donc ça pouvait être compréhensible qu'ils aient besoin de représentants qui participent à prendre des décisions à leur place. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas besoin. Enfin, on est abreuvé d'informations en permanence. On a la possibilité d'être à la fois consulté et même de se prononcer par des moyens physiques ou numériques. Donc, on pourrait pratiquer une démocratie qui est beaucoup plus permanente, où chacune et chacun d'entre nous, bon, bah ça, c'est difficile. C'est-à-dire que si on dit, parce que là, on est en train de faire un film avec Paloma Moritz qui s'appelle Démocratie maintenant. D'ailleurs, on a lancé une campagne sur Ulule. Je Euh, mettrai dans la voilà, description, n'hésitez de pas l'épisode. à nous soutenir si vous voulez que ce film existe. Mais quand tu dis à quelqu'un, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas vraiment de la démocratie. Moi, il y a plein de fois, je me fais insulter. Les gens me disent, bah, t'as qu'à aller en Russie, puis t'as qu'à aller au Venezuela, puis t'as qu'à aller en Chine pour voir comment ça se passe. Je dis, mais je dis pas qu'il n'y a pas des pays qui sont encore moins démocratiques que le nôtre. Je dis juste que le démos kratos, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, d'une certaine manière, on n'a jamais essayé. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de pouvoir. On n'a que le pouvoir de choisir des représentants qui décident pour nous. Sauf que ces représentants, dans l'immense majorité des cas, ils prennent des décisions sous l'influence des 10% les plus riches de l'élite économique et pas sous l'influence de leurs électrices ou de leurs électeurs. Bah, ça, c'est pas vraiment la démocratie. Et donc, on se disait avec David, bah, il a écrit un livre qui est assez célèbre qui s'appelle Congo, où il disait, bah, nous les Occidentaux, quand on parlait d'exporter la démocratie, par exemple d'apporter la démocratie au Congo, on voulait dire apporter le vote. Mais en fait, la démocratie, ça ne se réduit pas au vote. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voter, qu'il ne faut pas se choisir des représentants parfois, mais ça ne peut pas se réduire à ça. On a aussi besoin d'avoir des instances de délibération, on a aussi besoin d'avoir de la démocratie directe et pas simplement représentative. Bon, bah ça, c'est une déconstruction. Tout comme on a besoin de déconstruire l'idée que pour être très 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 heureux, il faut avoir beaucoup 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 d'argent pour pouvoir acheter beaucoup 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 de choses et que c'est vraiment les marqueurs sociaux qu'on a vus dans les séries, c'est avoir une grosse maison, avoir une grosse voiture, avoir enfin ce qu'on continue à voir hein, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tu vois des immenses villas avec des influenceuses ou des influenceurs qui ont énormément d'argent, qui ont des fringues pas possibles, qui sont capables de partir n'importe où, n'importe quand ils veulent. Bah ça reste un rêve. Tu as plein de jeunes à qui tu parles, tu te dis, tu as envie de faire quoi, toi, plus tard? Et tu te dis, mais je veux gagner de l'argent. Tu dis, Oui. bah oui, mais tu veux faire quoi pour gagner de l'argent? Bon, peu importe. Si je gagne beaucoup d'argent, ça m'est égal. Bah ça, c'est aussi un truc à déconstruire pour se dire, bah, peut-être que être vraiment heureuse ou heureux, ça passe par d'autres choses. Ça passe par être en bonne santé, ça passe par pouvoir passer beaucoup de temps avec les gens qu'on aime, ça passe par faire un métier qui a du sens pour nous, où on se sent utile. Et donc tout ça, bah, c'est des choses qu'on peut mettre en scène dans des histoires aussi. Et qu'il faut mettre en scène, Je pense qu'il faut mettre en scène, dans absolument. des histoires, je suis bien d'accord, avec toi. Dans, ton livre, enfin, dans ce concentré de chronique, tu expliques qu'il faut vraiment 3 ingrédients pour qu'un changement profond s'opère et c'est ce que tu nous disais là quand même. C'est qu'il faut évidemment ces imaginaires qui soient, puissants, qui puissent embarquer
tout le monde, il faut qu'on arrive à se projeter. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce niveau-là d'imaginaire collectif, malheureusement, en tout cas d'imaginaire de transition. Il faut aussi l'inversion de ces rapports de force. Et tu parles aussi de la circonstance historique. Et tu expliques que quand on a ces 3 éléments, ces 3 ingrédients, ça peut vraiment basculer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire avec Je veux cette dire par idée-là? là. Non, et surtout sur la circonstance historique, parce que tu dis que ça peut accélérer, mais que ça peut aussi bloquer un changement. Quand je me suis un peu interrogé sur... parce que ça paraît toujours considérable, les changements qu'il faudrait opérer. À chaque fois que je me retrouve dans des conférences ou dans des débats après les films, les gens sont là, mais oui, mais c'est tellement gros. Comment vous voulez qu'on change un truc aussi énorme que le capitalisme qui, du point de vue financier, du point de vue politique, même du point de vue militaire, nous écrase. Nous, on est là avec nos petites fermes en permaculture, nos petits vélos, enfin, on n'y arrivera jamais. Donc j'ai été obligé aussi de réfléchir à des moments dans l'histoire où on a connu des basculements de cette nature-là, alors qu'une bonne partie des gens se disaient on n'y arrivera jamais, c'est trop gros. Donc par exemple, on peut penser à la fin de l'esclavage. Je pense que les gens qui étaient esclaves dans des plantations, ils se disaient ça s'arrêtera jamais. Ils sont trop forts. Puis il y avait des gens qui disaient si vous abolissez l'esclavage, l'économie va s'effondrer. Ce serait vraiment totalement irresponsable. Donc la chose responsable, c'est de maintenir l'esclavage. Tout comme aujourd'hui, des économistes nous disent non, 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 non. Si on arrête avec la croissance, tout est terminé. L'ensemble des richesses qu'on crée vont se casser la figure et donc vous allez tous devenir extrêmement pauvres et donc il ne faut absolument pas toucher à la croissance, alors qu'en réalité, on sait qu'aujourd'hui, la croissance, c'est le problème. Donc, j'ai été chercher quels étaient les points communs, justement, quand on est sorti de l'esclavage, quand on a arrêté avec la monarchie, quand on a arrêté le droit de vote des femmes, la fin de la ségrégation. Et à chaque fois, je vois qu'il y a des personnes qui sont capables, d'abord, d'imaginer un monde différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que Martin Luther King, par exemple, quand il fait son discours « I had a dream », il se projette déjà dans un monde où ses petits-enfants auraient les mêmes droits que des personnes blanches. Et ça, c'est indispensable parce que si tu te donnes pas une trajectoire, je parle beaucoup dans le livre d'un militant qui s'appelle Zdra Popovic, qui est un des militants serbes qui a réussi à organiser la révolution qui a fait tomber Milosevic, qui était un dictateur en ex-Yougoslavie au début des années 2000. Et il dit, pour faire une bonne révolution, il faut se donner une vision pour demain. C'est-à-dire il faut se donner un cap, se demander où on veut aller. Parce que si on n'a pas de vision pour demain, et qu'on n'a que le deuxième ingrédient qui sont les rapports de force, on peut se retrouver dans des situations comme le printemps arabe, par exemple, où y a une révolution, il se débarrasse d'un certain nombre de dictateurs, mais il n'y a pas de projet pour l'après. Donc ceux qui reprennent le pouvoir, c'est un peu les mêmes que ceux qu'on a chassés, et on se retrouve avec d'autres dictateurs. Si on n'a que une vision pour demain, c'est-à-dire si on n'a que une sorte de rêve de société idéale ou de projet politique, mais qu'on n'a pas de rapport de force, ça ne marche pas non plus. Ça, c'est par exemple ce qu'ont vécu les suffragettes qui, pendant des années, ont demandé gentiment « Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir les mêmes droits civiques que les hommes ? Peut-être qu'on pourrait voter, nous aussi. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, 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 les femmes, non, non. » Donc au bout d'un moment, elles se sont dit, si on ne se fait pas entendre plus fort, si on ne rentre pas dans un rapport de force avec la société, a priori, ça ne marchera pas, ça ne suffira pas. Ça ne suffit pas juste d'avoir une belle idée, quoi. Et puis, il y a un troisième élément qui est les circonstances historiques qui vient agir comme un catalyseur sur les deux premiers. Donc typiquement, pour le droit de vote des femmes, il y avait des femmes qui étaient capables d'imaginer un monde où les hommes et les femmes auraient les mêmes droits. Il y avait les suffragettes qui cassaient des vitrines, qui incendiaient des boîtes aux lettres, qui affrontaient la police dans la rue. Elles ont même fait sauter la résidence d'été du Premier ministre quand il n'était pas là, évidemment. Mais pour attirer l'attention, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que vous nous entendiez ? Et tout ça a été catalysé par un événement qui était la Première Guerre mondiale, où un nombre très important d'hommes anglais sont partis se battre. Un certain nombre ne sont pas revenus. Les femmes ont remplacé les hommes dans tout un tas de secteurs clés de l'activité. Et au sortir de la guerre, au moment où l'Angleterre a voulu faire une réforme du suffrage universel, c'était plus difficile de dire à ces femmes qui étaient devenues majoritaires dans le pays d'un point de vue démographique et qui en plus avaient montré qu'elles étaient tout à fait aussi capables que les hommes de faire plein de choses, c'était difficile de leur dire vous êtes des citoyennes de seconde zone. Donc cet événement historique-là a précipité, a joué un rôle de catalyseur.
Tout comme la fin de la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle de catalyseur dans la décolonisation. Tout comme la guerre de sécession a joué un rôle de catalyseur dans la fin de l'esclavage. Et tout comme, je pense, aujourd'hui, le changement climatique pourrait jouer un rôle de catalyseur dans la transformation de notre modèle économique. Parce que si, comme on le disait tout à l'heure, des catastrophes comme l'incendie de Los Angeles se multiplient et que les assureurs disent on ne peut plus assurer, que les banques disent on ne va plus prêter et que, comme un certain nombre d'études le montrent aujourd'hui, le PIB s'effondre. Il y a une étude qui est parue le 31 mars dernier qui dit un monde à plus 4 degrés, c'est moins 40% de PIB par personne et par an. Donc là, c'est une circonstance historique qui va faire que des gens vont se retrouver au chômage, que des entreprises vont fermer, qu'il va être absolument indispensable de s'organiser différemment pour que nos sociétés continuent à exister. Donc ça va précipiter le fait que des gens créent des rapports de force, des gens qui vont se retrouver à la rue, ou des gens qui vont se retrouver dans des endroits où il fait tellement chaud qu'ils ne peuvent plus habiter. Et ça va précipiter le fait que des gens vont inventer des nouveaux modèles, inventer d'autres façons de vivre qui sont plus soutenables, d'autres modèles économiques. Et aujourd'hui, on n'est pas encore là, mais on s'en approche dangereusement quand même. La question, c'est est-ce qu'on est capable de réagir un peu plus tôt que la catastrophe pour amortir un peu le choc et pour éviter que y ait des millions, voire des dizaines de millions, voire 1 milliard de personnes qui meurent, enfin je veux dire qui soient sacrifiées sur l'autel de on n'a pas voulu changer, on attend le dernier moment, quoi. Oui, un petit peu d'anticipation, ce serait la bienvenue. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression, j'observe en tout cas qu'il y a quand même une mobilisation et une prise de conscience pendant des périodes caniculaires très intenses, etc. Parce que c'est ce qu'on subit en premier ici, en France, hein, je parle. Mais après, ça retombe et on a du mal quand même finalement à rester mobilisé. Un autre point que tu abordes dans ton livre et qui finalement était aussi perceptible dans Demain, c'était cette envie de montrer d'autres récits par l'exemple et de montrer ce qui existait déjà. Est-ce que ça veut dire que c'est vain d'essayer de convaincre des réfractaires de changer d'avis? Est-ce que ça veut dire que là, les fêtes de Noël approchent, il faut ne pas envoyer tout péter à table et juste rester docile? J'ai fait une chronique comme ça là, qui est dans le bouquin où je disais j'ai vraiment le conseil ultime pour vous pour les fêtes de Noël. Fermez-la. Ouais. Je sais, mais c'est difficile à accepter. Mais non, mais c'est vraiment la phrase de Gandhi, tu sais, qui dit montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. C'est-à-dire que quand je dis ne dites rien, ça veut pas dire. En fait, je disais ne faites pas la morale. Faire la morale à quelqu'un, ça n'a jamais fonctionné. En revanche, créer une conversation, ce qui est souvent le cas, notamment dans les fêtes de Noël, c'est-à-dire si on est végétarien par exemple, il y a souvent des ricanements ou des réflexions un peu désagréables ou tu veux que je te serve un peu d'herbe ou mais qu'est-ce que tu fais du cri de la carotte? Bon, et ça peut être l'opportunité d'ouvrir des discussions. Et d'ouvrir des discussions sur un mode qui n'est pas forcément défensif de mais tu te rends pas compte, la viande, c'est tant de gna gna gna, mais qui peut être sur un mode personnel, c'est ce que je disais dans la chronique, de partager en fait en disant écoute, moi, si je parle de mon cas personnel par exemple, j'aime beaucoup la viande. J'adore une bonne entrecôte, j'adore ça, je trouve ça hyper bon. Mais pour différentes raisons, j'ai décidé d'arrêter d'en manger. Moi, je te demande pas de faire la même chose, mais moi, j'ai décidé d'arrêter d'en manger parce que ça pose un gros problème pour le climat. C'est-à-dire que, oui, l'élevage bovin, c'est un des facteurs de réchauffement climatique les plus importants. C'est de l'ordre de 14% des émissions de gaz à effet de serre. C'est beaucoup, quoi. Donc, s'il y a vraiment un truc qu'on peut faire individuellement qui peut faire la différence, de façon très notable, c'est ça. Donc, du coup, moi, j'ai décidé de le faire. Et puis, j'ai aussi un problème avec la souffrance animale. C'est-à-dire qu'il y a plein d'animaux qui sont élevés en batterie. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de trouver un poulet ou un cochon. Je crois que c'est 95% des poulets et 85% des cochons qui sont élevés en batterie. Donc, sauf si tu vas vraiment dans une ferme ou si tu vas vraiment chez quelqu'un qui connaît son petit producteur et évidemment qui vend du bio, tu as 9 chances sur 10 de tomber sur de la batterie. Et donc, est-ce que moi je suis d'accord pour que des animaux vivent dans ces conditions-là? Non. Est-ce que je suis d'accord avec le fait que des gens travaillent dans des abattoirs, dans des conditions vraiment atroces,
Pas trop. Donc, je préfère pas en manger. Mais ça me regarde. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Mais souvent, quand on le fait comme ça, en disant, moi, je le fais pour ces raisons-là, parce que ça m'inquiète, moi, etc., sans être accusateur vis-à-vis des autres, parfois ça marche mieux. Ça marche pas tout le temps. Mais parfois, il y a des gens qui disent, bah oui, non, c'est vrai, j'avais pas pensé. Ouais, c'est craignos quand même. Bon, ok, allez. Moi Ça aussi, je vais sème des arrêter. graines. On peut se dire que ça sème des graines en tout cas et que ça ouvre la discussion. On en parlait avant de débuter l'enregistrement, mais on est submergé d'informations qui sont pas toujours réjouissantes, qui sont quand même souvent Ils sont parfois pas toujours vrais non plus. vraies. C'est d'actualité, vraies, anxiogènes. Et tu le dis, et de nombreux militants, militantes engagés le disent aussi, il faut savoir préserver notre santé mentale dans un monde qui vacille, il faut aussi savoir se protéger. Et est-ce que toi, tu as des conseils à partager justement pour prendre soin de son espace intérieur, de son écologie intérieure? Moi, je peux partager ce qui me fait du bien à moi. Mais moi, ce qui me fait du bien, c'est d'arrêter de regarder mon téléphone. Vraiment. De lire longtemps. C'est-à-dire de faire des longues plages de lecture où je me concentre. Ça me nettoie la tête. J'ai l'impression de revenir dans mon corps. Ça me fait la même chose avec marcher dans la nature. Moi, particulièrement marcher dans la forêt. Ou marcher sur la plage. Ou marcher dans la montagne. Tout ça fonctionne. Ça peut même fonctionner de marcher dans la ville. Moi, je me fais des petites randos dans Paris régulièrement le week-end avec ma chérie et ça nous arrive fréquemment de faire 10, 12, 15 kilomètres. Et en fait, ça fait du bien juste de marcher, de sentir son corps, de discuter, de pas regarder son téléphone. Faire du sport, méditer. Être... je trouve pas le bon mot, mais être touché par des œuvres d'art. Donc, que ce soit dans un musée, que ce soit en lisant de la poésie, j'en sais rien, en écoutant de la musique, en regardant un film, en allant plutôt au cinéma, c'est-à-dire là aussi en étant dans du temps profond, du temps long de concentration. En fait, je pense qu'on est vraiment malade de ça. Moi, je suis malade de ça en tout cas. Je suis malade du fait que je pense que j'ai déjà des troubles de l'attention de façon native, mais que le monde dans lequel on vit ont vraiment aggravé mes troubles de l'attention. Parce que on est shooté à la dopamine, à des shoots rapides et récurrents de dopamine qui nous sont délivrés quand on va voir nos téléphones, justement, quand on va checker nos likes, quand on va rafraîchir nos écrans pour voir s'il se passe un truc nouveau. Et du coup, notre attention est tout le temps fragmentée parce que notre cerveau a tout le temps envie d'avoir un nouveau shoot de dopamine, donc on a envie de retourner voir notre téléphone. Moi, je suis comme ça tout le temps. Et ça me rend fou. Moi, je sais que j'ai 2 enfants qui ont 17 et 20 et qui me disent « Je voudrais que ce truc n'existe pas. » Parce que je me sens complètement esclave, prisonnier de cette mécanique-là. Et que ça me vole du temps. Donc, ce qui me fait du bien, en règle générale, c'est d'avoir le sentiment que je récupère du temps, que je récupère mon cerveau, que je récupère mon corps. Donc, de passer aussi du temps avec mes amis, avec la personne que j'aime, de faire l'amour, d'être dans tout ce qui nous, en fait, tout ce qui nous remet dans l'instant, dans le ici et maintenant. On parlait de méditation, de sport, de marcher dans la nature, d'être avec quelqu'un qu'on aime. Tout ça, c'est des choses qui nous mettent dans l'instant. Ce qu'on vit avec les enfants aussi. Quand on est avec un enfant, il est vraiment dans le ici et maintenant. En général, un enfant, il n'aime pas que vous soyez sur votre téléphone. Il dit « Qu'est-ce que tu fais encore ? Pourquoi tu es encore sur ton téléphone ?» Et puis après, ça s'inverse. Après, on a des ados et on fait « Mais qu'est-ce que tu fais encore sur ton téléphone ?» Tu dis « Tu fous de ma gueule, ça fait 10 ans que je te dis que toi, tu le fais. » Donc c'est toujours cette histoire de montrer l'exemple est la meilleure façon de convaincre. Ouais. J'en suis pas encore là, mais ça ne saurait tarder. Mais effectivement, les enfants, après, c'est très fort parce que passer du temps, enfin, c'est ce qui t'ancre dans le présent d'une Ouais. façon inégalée, je trouve. C'est de passer du temps avec ton enfant et puis parce que t'as pas le choix et que Non. voilà. Et donc, en fait, t'es forcé de le faire et après, tu réapprends aussi à passer du temps seul et de qualité. Donc, c'est assez Pour ceux qui plaisant. n'ont pas d'enfants, allez garder les enfants des autres. Voilà. Vous allez voir, c'est super. Ceux qui ont des enfants seront très contents. Ça rendra service à tout le monde. Est-ce que tu as vu, Cyril, la série Empathie? Non.
J'avais quand même envie de parler d'empathie, mais là du sentiment, pas de la série. Elle est super, je te la recommande, elle fait beaucoup de bien. Ouais, on en a parlé C'est plusieurs pas fois. une série française, hein, c'est une série canadienne, Canadienne, ouais. québécoise. J'avais envie qu'on parle d'empathie justement parce qu'en lisant ton livre et avant même d'arriver, j'ai vu après qu'il y avait une chronique qui était consacrée à l'empathie, mais c'était avant d'y arriver, je me suis dit, mais finalement, est-ce que collectivement, on serait pas un peu dénué d'empathie? C'est pourtant un attribut dont les enfants sont naturellement dotés, je Mm, pense, mais que ça se muscle, ça s'entraîne. mm, Je sais que dans certains pays scandinaves, il y a des cours d'empathie, notamment en Danemark. mm. Est-ce que, voilà, collectivement, on aurait un peu perdu notre empathie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est notre capacité à étendre notre empathie au-delà de notre premier cercle, parce qu'on a quand même souvent encore de l'empathie pour notre famille, nos enfants, les personnes qu'on aime. Mais la question, c'est est-ce qu'on est capable d'étendre ce sentiment à des personnes qu'on ne connaît pas, à l'autre bout du monde? Par exemple, des gens qui fabriquent des vêtements dans des conditions absolument catastrophiques qu'on va acheter 5 euros au BHV, maintenant, chez Chine. Euh, Est-ce qu'on est capable d'étendre notre empathie aux non-humains, c'est-à-dire aux animaux, au monde vivant, de façon générale? Et pour ça, effectivement, tu as tout à fait raison, on a besoin de muscler notre capacité d'empathie. Or, on est dans un monde qui a plutôt tendance à désagréger notre capacité d'empathie. Et d'ailleurs, on parlait d'écran et d'enfants. Il y a des psychiatres, notamment Serge Effez, il y a quelques semaines, sur le plateau de C'est ce soir, qui tirait la sonnette d'alarme et qui disait on voit de plus en plus d'adolescents qui ont de moins en moins cette capacité d'empathie. Et on se l'explique par un phénomène qui est qu'ils ont été soumis de plus en plus jeunes et de plus en plus longtemps aux écrans. Or, l'empathie, c'est ce qu'il expliquait, je ne suis pas psychiatre ni spécialiste en neurologie, mais il expliquait que l'empathie, c'était un sentiment que notre cerveau construisait dans la relation. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une émotion que je vais exprimer, je vais voir sur ton visage que cette émotion suscite une émotion chez toi, qui va en susciter une chez moi. Donc c'est une espèce de boucle comme ça, entre toi et moi, qui va circuler. Si tu passes énormément de temps devant un écran, en fait, il n'y a pas de boucle. C'est-à-dire que toi, tu as une émotion et en face, tu as un écran qui te renvoie rien. Et donc, Serge Effez expliquait que trop d'écran, trop tôt, en trop grande quantité, ça provoquait ça, c'est-à-dire que le cerveau ne développait pas ces connexions-là. Et ça, c'est incroyablement préoccupant et incroyablement grave, à la fois pour des questions de relation au monde vivant et de capacité de réagir pour se dire, bah attends, là, il faut qu'on arrête le massacre, mais aussi par rapport aux autres humains. Ce qu'on voit aussi dans la série Adolescence un peu, c'est-à-dire un truc où il n'y a plus vraiment ce filtre social qui empêche de passer à l'acte dans des scènes de violence extrême qui peuvent aller jusqu'au meurtre, mais aussi de relations, encore une fois, à d'autres humains. Ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que je suis capable d'avoir de l'empathie pour le mec qui bosse dans les abattoirs ou de la jeune femme ou parfois même l'enfant qui travaille dans les sweatshops en Asie bon. Donc c'est enseigner ça à l'école, ça serait fondamental et surtout enseigner aux parents ce qui permet ou non de développer l'empathie chez leurs enfants et pouvoir agir en conséquence. On n'y est pas encore Sorti ici. de l'auberge. En France, pas sur ces sujets-là, pas tellement. Et puis, parce que aussi, tout ce dont on parle depuis le début de l'épisode et cette lutte enchantée, elle ne peut pas exister si on muscle pas notre empathie. Donc, il y a urgence à agir de ce point de vue-là aussi. Si tu pouvais, on arrive sur la fin de cet entretien, si tu pouvais t'adresser au Cyril qui rédigeait le script de demain il y a un peu plus de 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je lui dirais, tu peux pas tout dire. Essaie de faire un petit peu plus court. Parce que j'ai revu le film et il a malheureusement ou heureusement pas vieilli. Malheureusement parce que j'aimerais bien que les choses qu'on a mis dedans soient devenues la norme, que tout le monde vive comme ça et que tout le monde se dise bon, je connais déjà tout ça. C'est saut 2016. Mais c'est pas le cas. Et bon, en même temps, c'est chouette qu'il n'ait pas vieilli parce qu'aujourd'hui, on peut le remontrer à d'autres gens qui vont le voir. Mais je me suis dit, mais j'ai voulu expliquer tellement de choses
J'ai voulu dire tellement de trucs dans ce film. Ce qui est vraiment mon problème, c'est que voilà, je sais pas faire court. Donc, je crois que je me dirais à moi-même de faire un petit peu plus court et un petit peu plus digeste peut-être. Et à la fois, bon, Ouais, et en même temps, les gens, c'est ils sont allés, hein, mais oui, et puis c'est comme ça que tu donnes à voir plein d'exemples différents et que chacun va pouvoir se raccrocher à l'exemple qui lui parle le plus. peut-être, ouais. Je sais pas, est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'on a tendance à tout Simplifier, raccourcir, ouais. tu vois. Et j'aime bien terminer les épisodes avec toujours une recommandation ou une inspiration, Mhm. parce que Basilic, c'est un média assez positif. Qu'est-ce qui t'a émerveillé récemment? Qu'est-ce qui t'a émerveillé récemment? Je crois que ce qui m'émerveille toujours, c'est les moments justement où je me retrouve un peu dans le... Mais j'ose pas recommander ça parce qu'il faut pas trop qu'il y ait de gens qui y aillent, mais il y a une île qui s'appelle Porquerolles, qui est au large de Hyères, de Toulon, pas loin. De Gien, ouais. Voilà. Et avant Porquerolles, il y a une presqu'île qui s'appelle effectivement la presqu'île de Gien. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller faire la randonnée du sentier des douaniers sur la presqu'île de Gien, ou si vous avez l'occasion d'aller à Porquerolles, faire un peu de vélo à la tombée de la nuit, enfin à la tombée du jour, idéalement quand le jour dure un petit peu longtemps, c'est un des endroits les plus sublimes et les plus magiques que je connaisse. Et vraiment, je trouve ça bouleversant à quel point, quand on est dans ces moments-là et dans ces endroits-là, on a besoin de rien d'autre. C'est-à-dire qu'on se dit, on a l'impression que tout est là, en fait, tout est complet. Et cette sensation-là de complétude, je pense qu'on en a besoin. On a besoin de la raviver en nous toute l'année, dans tous les moments où on est tenté justement de s'agiter comme des malades, d'acheter je sais pas combien de trucs parce qu'on a l'impression que c'est ça qui va nous faire du bien. Je suis forcément tout à fait d'accord. Je suis née juste Ah à oui. côté, donc je connais très, très, très bien. Mais il y a plein d'autres très beaux endroits en France aussi. Et effectivement, c'est un endroit assez fantastique. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir partagé tout ça avec Merci nous. à toi. C'était, comme je l'espérais, très inspirant. Et puis, si vous n'avez pas visionné demain ou si vous avez envie de le revisionner, c'est le moment. Il va être dans quelques salles en France, plusieurs, je ne sais pas. Il va sortir le 8 décembre. Il y a une projection spéciale à l'Arlequin à Paris et ça va être en duplex. C'est-à-dire qu'on va faire un débat avec plusieurs intervenants du film qui sera filmé et qui sera diffusé dans 80 cinémas en même temps partout en France. Super. Donc il y a un mini site internet que vous pouvez retrouver notamment sur ma page, je sais pas, Instagram ou Facebook, où il y a tous les cinémas qui sont listés. Génial. Et ben, je le mettrai aussi dans la barre de description. Merci, Cyril. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.